Oui, oui. Vous savez, je crois. Alors Brigitte va lancer la table ronde et après... Oui. Moi, je vous ai dire qui ai mis cette table ronde d'abord et les remercier d'être parmi nous. C'est Marie-Claude Akiba, écrit pour son ouvrage Enfant visibilisé, Hélène Cohen pour Le silence et bruit, et Laurent Dutage pour J'ai 7 ans. Alors, ces 3 livres, ces 3 écritures du silence. Et donc, il me semble qu'on pourrait revenir un petit peu sur le titre qui est Histoire de famille. Moi, j'appellerais plus volontiers cela Histoire de silence ou comment dire les silences. Et vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. J'aimerais ouvrir cette séance en vous soumettant une citation de Aaron Appelfeld qui me paraît mettre en merveille pour récit. Et là voilà, cette citation, c'est « La littérature, ce n'est jamais du passé, c'est du présent. L'écrivain ne fait pas histoire. Il place son âme sur du papier, et cette âme, c'est à la fois du passé, du présent et un peu de futur, tout cela en même temps. » Je voulais vous demander à vous 3 si vous pourriez faire votre écriture du silence et cette citation sur le temps rassemblé par les écritures. Oui. Bonjour. Alors, merci. Laurent a bien remercié pour cette hospitalité qui justement accueille aussi les récits et les silences. Et c'est pas quelque chose de facile de passer du silence à la parole et puis du silence à la parole et à l'écriture. Oui, alors cette phrase d'Aaron Appelfeld dit quelque chose. Alors on a beaucoup parlé de témoignage. Lorsqu'il s'agit de littérature, on n'est pas dans le témoignage. C'est-à-dire qu'on est dans ce travail, cet ouvrage qui va chercher les traces dans les silences et qui va confronter justement la mémoire à ces traces. Et c'est autre chose effectivement qu'un travail journalistique ou un travail documentaire. Voilà, ça m'évoque effectivement cette question-là. J'aime bien votre Merci beaucoup et moi aussi je vous remercie infiniment pour ce. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très flattée aussi. Et alors effectivement le silence, je pense que c'est le silence qui m'a fabriquée en quelque sorte. Et le silence qui est à l'origine en fait de ce livre. Ce ne sont pas vraiment les faits dramatiques que je raconte, donc la disparition d'une partie de ma famille à la fin des guerres d'Algérie, mais réellement le silence qui a été fait sur cette histoire. Et c'est ce silence qui à la fois m'a donné envie de comprendre, de chercher, qui m'a enveloppée, qui m'a pendant très longtemps empêché de penser cette histoire, puisqu'elle était indicible. Et donc c'est vraiment cette thématique-là qui, je trouve que c'est très juste, quoi. Et autrement, alors très concrètement, la citation que vous avez faite, que je ne connaissais pas, je l'ai ressentie, mais alors très concrètement, c'est-à-dire que cette juxtaposition des temps du passé, du présent, essentiellement du passé et du présent, je l'ai vécu, mais vraiment presque physiquement, en fait, pendant l'enquête que j'ai faite pour raconter cette histoire. J'ai eu très souvent cette impression que tout d'un coup, le passé n'était pas passé, mais qu'il y avait il y avait une émotion et le passé surgissait complètement dans le présent. Et d'une manière, je dirais, presque magique. J'ai
très étrange en fait, tout à fait irrationnel. Le passé tout d'un coup se révélait et était là concrètement. Donc oui, je fais mienne cette citation. À mon tour, merci de votre invitation. Il y a, je crois, des silences qui sont assourdissants. C'est-à-dire qu'on les a en soi, mais on ne se rend pas nécessairement compte que ce sont des silences. Jusqu'au jour où il y a un facteur déclenchant, où il se passe quelque chose. Et pour chacun, puisque chacun a ses propres silences, je dirais même ses propres secrets, vient le moment d'essayer de comprendre ce que veut dire ce silence. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai 7 ans, c'est un silence qui a été déclenché par la révélation d'un secret. Et on aura l'occasion d'en discuter plus avant, mais je partage l'idée émise par Brigitte en introduction de notre débat, c'est que ces histoires de famille sont d'abord des histoires de silence. Et le fait de pouvoir, grâce aux mots, sortir de ce silence pour se connaître soi-même, eh bien c'est un privilège que j'ai plaisir à partager avec vous aujourd'hui. Merci. Et voilà, une fois qu'on a posé la problématique, on va pouvoir parler un petit peu des bouquins. Donc j'interviens en premier avec les deux dames qui sont à côté de moi, donc Hélène Cohen et Marie-Claude Akiba-Aigri. Alors, en fait, elles ont, les deux ouvrages ont évidemment des points communs, c'est pour ça qu'on les a réunis là sur cette table ronde, puisqu'elles sont toutes les deux issues de familles de juifs d'Algérie. Alors, les juifs d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, ça se passe aussi pendant la guerre d'Algérie, bien sûr, et rapidement, il faut rappeler que les juifs d'Algérie, pendant cette guerre, ont été absolument écartelés entre leur présence ancienne, très ancienne sur le sol algérien, et leur attachement à la culture française depuis le décret Crémieux. Donc pendant cette guerre, ils ont été écartelés, pris en étau un peu entre ces deux possibilités, l'indépendance d'Algérie, l'attachement à la France, etc. Et on retrouve un peu ça dans les ouvrages qu'on vous présentait. Et les deux ouvrages parlent d'une période particulièrement trouble de la guerre d'Algérie, qui était de toute façon trouble depuis le début, mais une période qu'on a un peu oubliée, c'est la période entre les accords d'Évian en mars 1962 et l'indépendance de l'Algérie du 5 juillet 1962. Et c'est dans cette période-là qu'il y a eu ces fameuses disparitions d'Européens, on disait Européens en général. On évalue vaguement autour de 3000, c'est pas sans être vraiment sûr du chiffre, puisque en fait il y a des disparitions. Et donc ces personnes qui ont été enlevées, assassinées, envoyées dans des camps, enfin qui ont disparu. On n'a jamais retrouvé vraiment leur corps. Et parmi eux, il y avait des juifs qui ont été justement pris pour cible, comme tout Européen à ce moment-là, dans des circonstances souvent assez troubles, une espèce de règlement de compte, d'intervention de groupes plus ou moins officiels issus du FLN. Alors, je crois quand même que cette période, il y a un véritable embarras des autorités françaises et des autorités algériennes d'ailleurs, qui s'est répercuté aussi sur les familles. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que cette période dont on n'a pas parlé parce que personne n'était vraiment... c'était, en fait, il faut dire en plus, l'Algérie était dans un chaos total, hein. Il y avait aussi les interventions de l'Ouest, etc. Et il est possible que les autorités françaises n'aient pas fait non plus tout ce qu'il fallait pour essayer de protéger les Européens, ou en tout cas d'après les retrouver. Et les autorités algériennes ne veulent pas non plus reconnaître qu'après les accords d'Évian, il a continué à avoir des attentats, des gens qui ont disparu, qui ont été tués. Et c'est dans cette période-là que vous situez vos deux ouvrages. Alors, Hélène Cohen, on va commencer par vous, vous êtes au fond là. Donc, Le silence et le bruit. Alors, vous êtes actrice, réalisatrice, scénariste, et vous étiez venue déjà présenter à Montpellier, en fait, un beau documentaire qui s'appelait L'été où ma famille a disparu, et qui parlait déjà de ce problème-là. Donc, après ce documentaire, vous êtes revenu avec cet ouvrage sur cette tragédie qui a vu disparaître vos grands-parents
et vos oncles et tantes, peu après votre naissance d'ailleurs, en juin 62, entre Bénissaf et Oran. Bon, donc c'est un traumatisme dans votre famille qui a complètement déstabilisé la famille et sur lequel vous allez revenir. Alors déjà, un point que je soulevé, vous êtes issu d'un mariage mixte, ce que je disais comme tout à l'heure est très rare en Algérie à l'époque, puisque votre mère n'était pas juive. Ça veut dire que votre père a un peu bravé les interdits, d'un côté comme de l'autre, on a bravé les interdits, parce que, bon, mais il y avait déjà un peu un silence sur votre naissance. Vous avez découvert assez tard, vous allez peut-être nous en dire deux mots, vous avez découvert assez tard, problème de date. Voilà. Bon. Et comme je vous le disais d'ailleurs que le docteur qui a accouché votre mère, le docteur Larivert, a accouché aussi mon frère. Voilà. On s'est retrouvés. Mon frère en 49. Moi non, parce que je suis né à Tlemcen, mais mon frère était né à Oran et c'est le docteur Larivert qui était très connu à Oran d'ailleurs. Qui d'ailleurs a eu une fin un peu tragique, si je me souviens bien. Voilà. Ensuite, vous avez découvert des noms sur la tombe, au moment de la mort de votre père. Vous avez découvert des noms, des gens que vous ne connaissiez pas dans votre famille. Et c'est à partir de là que vous avez essayé d'enquêter réellement sur ce qui s'était passé. Pourquoi ces noms-là, vous n'en avez pas parlé, vous l'avez caché. Voilà. Et pourquoi ce silence que vous êtes efforcé de faire parler à travers les derniers témoins qui restent de cette affaire. Et là, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à écrire cet ouvrage. Oui, merci beaucoup. Oui, tout a commencé à la mort de mon père. Moi, j'avais environ 40 ans, c'était en 2002. Ma vie d'avant a fini d'une certaine manière, et une autre vie a commencé à ce moment-là, puisque le jour de la mort de mon père, j'ai découvert sur sa tombe, donc ma mère avait fait graver des noms donc, de Mimoun Cohen, Yvonne Cohen, Colette Cohen et Jean-Jacques Sissi, qui est son mari, et elle avait écrit « Disparu en Algérie en 1962 ». Et là, j'étais totalement, vous parlez de sidération tout à l'heure, mais je pense que c'est ça, c'était une stupéfaction totale. Je ne connaissais pas ces noms, je n'avais jamais entendu parler de ces disparitions, je n'avais jamais entendu parler de mes grands-parents. J'ignorais, mais alors totalement, que mon père avait une sœur. J'apprenais que cette sœur s'appelait Colette. Donc c'était, mon père venait de mourir, et je me suis rendu compte ce jour-là qu'en fait, non seulement je ne connaissais pas tous ces gens, mais je ne connaissais pas mon père non plus, puisque il venait de mourir, et je n'ai jamais su ces choses qui étaient si importantes pour lui, qu'il avait perdu donc toute sa famille. En tout cas ses parents, sa sœur aînée, sa sœur cadette ensuite, parce qu'elle n'a pas supporté ces disparitions, et elle s'est suicidée par la suite. Donc voilà, tout ça m'est tombé dessus ce jour-là. Et moi qui étais quelqu'un qui était toujours dans la course en avant, qui était une espèce d'hyperactive, toujours dans des projets futurs, tout s'est arrêté en fait. J'ai été obligée de m'arrêter à ça, et j'ai été obligée finalement d'une certaine manière à ce moment-là de commencer à regarder en arrière en fait dans le passé, ce que je ne faisais jamais jusque-là. Et énormément de questions sont arrivées à ce moment-là sur qu'est-ce que ça voulait dire disparu en Algérie. L'Algérie, je ne connaissais pas, c'était quelque chose que je rejetais totalement. Je ne comprenais rien en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de comprendre, ça s'embrouillait, FLN, OAS, toutes ces choses-là, tous ces sigles. Ma famille parlait, mon père était mutique, totalement mutique. On parlait bien sûr de l'Algérie, mais pour moi c'était des choses un peu de nostalgie, parfois autour de ma famille, des gens que je trouvais trop bruyants, qui étaient un peu parfois un peu racistes. Enfin voilà, tout ça,
c'était vraiment des choses que je rejetais, je ne voulais pas en entendre parler. Et là, j'ai commencé évidemment à essayer de m'interroger. Au départ, parce que ça m'arrangeait, j'ai pensé que c'était un fait divers, que ma famille avait disparu. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas comment. Mais voilà, c'était une histoire de famille, en fait. Ça n'avait rien à voir avec la grande histoire, avec les événements d'Algérie, etc. Voilà, je ne voulais pas être assimilée à toutes ces choses trop compliquées et qui me faisaient peur. Et puis finalement, moi, j'ai bien dû, au bout d'un moment, accepter que voilà, c'était pas un fait divers, mais qu'il y avait eu quand même 3000 disparus à peu près dans cette période. Autour des accords d'Évian et jusqu'à l'indépendance, il y a eu un peu avant, un peu après, mais enfin en gros, le gros des disparitions, ça a été pendant cette période, et quand on parle de disparition, on parle vraiment de disparition de civils, de disparition, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su ce qui leur était arrivé, on n'a jamais retrouvé de corps, on n'a pas de témoignages qui pourraient indiquer comment ils sont morts. Enfin, au bout du compte, il faut bien aussi accepter le fait qu'ils sont certainement morts. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, de ce jour de la mort de mon père, j'ai commencé à partir dans une enquête, en fait. Une quête, mais qui s'est révélée être une enquête, mais une enquête qui m'a emmenée dans des endroits que je ne pouvais pas soupçonner, en fait. J'ai commencé un peu par la périphérie, les gens les plus loin de moi, les plus éloignés, pour petit à petit arriver quand même à aller interroger ma mère, mes frères et sœurs, enfin les personnes proches. Et donc j'étais à la recherche de la famille de mon père qui restait. Je ne les connaissais pas du tout, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout que mon père avait encore de la famille. Il avait des tantes, il avait des cousins, je les avais jamais rencontrés. La première fois où je les ai rencontrés, c'est à son enterrement. C'est là où j'ai fait leur connaissance. Donc j'ai été les voir, j'ai été les interroger. Et là, en fait, tout est sorti. C'est comme si il y avait comme un tabou sur ces disparitions, et sur eux, puisqu'en fait, ils ont disparu aussi, enfin, comment dire, leur mémoire a disparu en même temps que leur corps. Mais le fait que quelqu'un, tout d'un coup, après la mort de mon père c'était un interdit. Tant qu'il était vivant, c'était impossible de parler de ça. C'était vraiment impossible. Mais à partir du moment où il est mort, tout s'est ouvert. C'est-à-dire que c'est comme s'ils attendaient depuis toujours que quelqu'un vienne leur poser la question et leur demander qui ils étaient. Parce que bon, c'est d'abord ce que je cherchais, qui ils étaient. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que voilà, et on a commencé à me raconter, à me parler d'eux, ils ont commencé à exister, à reprendre vie, en fait. C'est un peu ce que je raconte dans le livre, en fait. C'est que tout d'un coup, voilà, ils ont pris vie. J'ai l'impression que pendant toutes ces années où j'ai fait ces recherches, je les ai côtoyés et ils étaient même beaucoup plus vivants et beaucoup plus connus que beaucoup de gens de vivants qui étaient autour de moi. Et donc voilà, là ils sont surgis énormément de choses, de témoignages, de photos, de lettres, d'archives, de plein de choses. Et voilà, et j'ai donc été rechercher un peu, voilà, à la fois qu'ils étaient des hypothèses, ce qui avait pu leur arriver, et aussi ce que je ne faisais pas dans le film, parce que j'ai fait ce film d'abord et ensuite j'avais besoin, en fait les 10 books ne m'ont pas lâché, en fait, ils ont continué à me travailler et à me dire non, l'histoire n'est pas finie, il faut continuer. Et donc j'ai aussi été à la recherche, à essayer de comprendre ce qu'étaient devenus les survivants et les descendants finalement de ces disparus et de cette histoire du silence. Et voilà, j'ai aussi essayé de raconter et de rechercher l'histoire de ma jeune tante qui s'est suicidée, de mes cousins germains et de leur destin en fait. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs en effet par rapport quand on a vu le film et quand on a vu le bouquin,
On a l'impression en effet que vous essayez, plutôt dans votre livre, de voir un peu ce qui s'est passé, ce que ça a entraîné dans votre famille. Et c'est vrai qu'il y a eu ce drame. Vous n'avez pas. Enfin, vous savez qu'elle s'est suicidée, mais votre temps, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous pensez que c'est quand même lié à cette période, à ce silence, à cette difficulté. Je crois qu'elle a eu des difficultés quand elle a été plus ou moins confiée à un membre de la famille. Ça, c'est Jocelyne, en fait. Voilà, c'est pas ma tante, voilà, c'est ma c'est cousine. et donc il y a eu des conséquences quand même dans la famille qui ont été assez dramatiques finalement. Mais ça a été, en fait, c'est comme une malédiction, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, en fait, des drames à répétition, des tragédies à répétition, des suicides, et donc, bon, aussi pour Colette, donc la sœur aînée de mon père, qui a disparu avec son mari, avait 2 enfants petits, qui sont retrouvés donc orphelins, mais même pas orphelins, puisqu'ils étaient disparus. Enfin, c'était compliqué, et donc, qui ont été travaillés, qui sont arrivés en France. Et c'est vrai que le destin de cette petite Jocelyne, qui a été tellement adorée par ses parents, ce qu'on voit dans les photos, dans les films de famille, je trouve aussi des films de famille, finalement a eu un destin tragique. Elle avait une maladie du cœur qui n'a pas été soignée, elle n'a quasiment pas été à l'école, enfin, et en fait, elle a attendu toute sa vie, jusqu'à sa mort, sa mère, parce qu'elle n'a jamais compris que, enfin, elle s'est toujours réfugiée derrière ce mot disparu, qui n'est pas un mot anodin, en disant non, elle n'est pas morte, elle est disparue, donc elle est quelque part, et elle va revenir, elle me cherche, et un jour, elle va me retrouver. Elle est quelque part en Algérie, elle ne sait pas où je suis, donc ben voilà, elle est dans cette espèce de folie, en fait, mais qui est une folie commune, hein, parce que même moi, en fait, d'une certaine manière, à un moment donné, en écrivant, je me suis rendu compte que finalement, ce que je cherchais, c'était que je les cherchais, en fait. C'est comme si, alors que je savais très bien que forcément ils étaient morts, et que je savais très bien, mais j'attendais qu'ils reviennent, en fait. Il y avait quelque chose de cette folie-là, en fait. Et voilà, je sais plus. Oui, non, mais c'est intéressant pour vous, voilà, vous expliquer que vous avez découvert en fait un certain nombre de conséquences de cette disparition que vous avez cachées, en fait, hein, vous n'avez pas connu. Bien, on va passer, alors même si on reviendra après, puisque c'est un peu sur le thème, on va passer à Marie-Claude qui va écrire. Alors vous êtes, c'est l'enfant qui se taisait, hein, votre livre. Vous êtes psychanalyste, psychénicienne. Vous êtes né à Alger dans une famille juive. Et en fait, votre livre démarre aussi sur une période à peu près identique. Hein. C'est votre père qui a disparu à 45 ans, le 2 juillet 1962. Alors c'est un peu particulier parce que lui, en fait, vous étiez issu d'un village qui s'appelait Rebel, je ne connaissais pas. Il paraît même que Maïssa Liage a été envoyé là-bas en 1943 comme en résidence surveillée. Et puis après, vous êtes venu à Alger, mais votre père est retourné le 1er juillet 1962 pour voter au moment de l'indépendance. C'est assez extraordinaire. Et c'est là, avec une histoire aussi de voiture, d'ailleurs on retrouve les histoires de voitures entre les deux. Mais a priori, les voitures intéressaient beaucoup un certain nombre de dirigeants de FLN ou de la LN. Et voilà. Et c'était une DS aussi, je crois. C'était une DS de l'autre côté, c'est remarquable. La DS à l'époque, c'était la voiture, le symbole. Voilà. Et donc, votre père disparaît. Alors, il y a une chose que c'est extraordinaire. Vous avez 5 ans à ce moment-là. Il y a un coup de téléphone. Votre famille reçoit un coup de téléphone. Et vous dites, à 5 ans, papa est mort. Bon, quand on lit ça, on est un peu surpris. Et donc, après, vous vous taisez. Voilà. Vous vous taisez, et donc, vous mettez pas mal d'années à vous intéresser à nouveau à cette affaire. Vous retournez quand même en Algérie en 82, vous en parlerez un peu parce que c'est intéressant. Mais quelque chose en temps après, vous ressentez besoin, évidemment, de refaire l'enquête complètement et d'écrire sur ce fameux silence qui a pesé aussi de votre famille. Donc je vous laisse expliquer un petit peu la genèse de cette affaire.
déjà dire à quel point effectivement la lecture du livre d'Hélène est venue un peu en écho à, je dirais, le parcours d'écriture aussi. Hein, et ce parcours d'écriture autour de la disparition du secret qui est un secret qui n'en est pas en même temps. Et puis cette idée que lorsque les adultes se taisent, les enfants ne posent pas de questions. Hein, voilà. Ça, j'y reviendrai. Et ce qu'il y a de commun, je crois que l'écriture donne vie aux disparus finalement. Hein. Elle ne parle pas de la mort, elle parle de la redonne vie. Elle en fait des personnages. Voilà. Donc c'est un petit peu une expérience de reviviscence, l'écriture de ce livre, hein, puisque c'est la première fois que je raconte l'histoire de mon père et l'histoire de sa disparition, puisque nous étions dans quelque chose d'inénarrable. Hein, on parlait de nécessité de narration tout à l'heure, on était dans de l'inénarrable, ce qui donne lieu soit à de la folie, soit au développement de l'imaginaire qui est entre la folie et la raison. Voilà, donc nous habitions effectivement à Alger et mon père était reparti dans son village natal, à 200 km de là, justement pour voter. Hein, c'était le deuxième vote de l'autodétermination, je crois le 1er juillet. C'était l'indépendance. Voilà, on était l'autodétermination, c'était l'indépendance, carrément. voilà. Oui. Et donc porté disparu. Voilà, il a été porté disparu. Déjà cette phrase résonne comme le récit qui suit. Juste quelques jours donc avant l'indépendance, en juillet 62. Alors, mon père était un homme de là-bas, hein, très justement, entre les deux, et je dirais, je ne sais pas s'il était entre les deux, mais c'était un homme de la terre. Hein, que je découvre, c'est un peu ce personnage de mon père, je le découvre à travers les récits que j'ai recueillis en Algérie et aussi les correspondances que j'ai trouvées ensuite, où effectivement il appartenait à cette terre. Il n'avait pas de camp, hein, c'est comme ça qu'on disait dans la famille, à une époque où il fallait avoir un camp. Hein, c'est la question de la guerre. Et donc le livre effectivement s'ouvre sur l'annonce de sa disparition parce que ça a été un instant de bascule. Alors, et je crois que j'ai tenté de traduire cet instant de bascule. Hein. Alors, bascule évidemment personnelle et existentielle pour l'enfant, pour la personne que je suis. Bascule familiale, mais également, j'ai découvert au fil du travail de recherche, bascule de l'histoire. Hein. Donc, tout au long en fait, du récit, il y a cet aller-retour entre l'intime et la complexité de l'histoire de l'Algérie. Et du lien quasi charnel, je dirais, des hommes et des femmes qui ont vécu là-bas. Voilà, donc la disparition a longtemps été recouverte d'une chape de silence, chape qui n'est pas levée pour l'ensemble des membres de la famille d'ailleurs. Alors un silence qui concernait le père. Hein, alors il y avait des questions, était-il vivant, était-il mort, où retrouver son corps, mais chape de silence également, ce que je découvre à travers l'écriture, chape de silence sur l'ensemble des disparus. Qu'ils soient français, juifs ou musulmans, harkis. Et je dirais ce livre tente de lever le voile du silence, mais en même temps il va puiser dans le silence. J'ai été dans l'incapacité assez longtemps de relier l'histoire de la guerre d'Algérie à ce qui est arrivé à ma famille. C'était absolument extraordinaire. Je m'aperçois que j'ai cumulé les revues, les livres depuis l'adolescence, mais je crois jusqu'à très peu de temps, je ne faisais pas le lien. C'était une histoire qui appartenait à l'intimité familiale dont on ne parlait pas, et je ne faisais pas véritablement ce lien-là. Dans la famille, on disait, bon, il n'y a pas eu de guerre, la guerre c'était dans les Aurès, où on pensait que ça allait... Mais on ne faisait pas le lien avec ce qui s'était passé. Hein, la guerre n'était pas nommée, d'ailleurs. Hein. Et je crois qu'il était absolument impensable
d'imaginer, de chercher même les causes de la disparition. Comme il était impensable de parler de la mort. Comme si parler de sa mort allait tuer l'espoir. Enfin, je me suis dit ça. Qu'effectivement, je percevais de la honte, hein, je dis bien, je percevais de la colère, je percevais de la culpabilité, je percevais de la lutte contre la haine, hein, il y avait quelque chose aussi de cet ordre-là, mais les enfants ont l'intuition de cela. On pense que nommer, c'est provoquer. Hein, et il y avait quelque chose comme ça, que si on nommait la mort, c'était tuer l'espoir de le revoir un jour, et c'était peut-être la provoquer même, hein, comme cette phrase que je dis dès le début du livre, « Papa est mort », avec la culpabilité que j'évoque dans le livre d'avoir commis l'irréparable, hein, j'ai écrit « commis l'irréparable hein, », et j'ai dû vérifier des années après ce que j'ai bien dit cette phrase. Alors je pense que les enfants ont une intuition de la mort, hein, qui s'ouvre et qui se ferme, hein, parce que la vie prend le dessus. Voilà, donc il m'a fallu effectivement tout ce temps, 60 ans, pour m'autoriser à raconter l'histoire de la disparition, l'histoire des recherches, qui étaient jusque-là impossibles. Alors, le problème avec les disparus, c'est qu'on n'en parle pas, mais ils sont partout. Ils sont omniprésents. On parlait des photos tout à l'heure, hein, ils sont là, il y a les albums. Mon père était quelqu'un qui se prenait beaucoup en photo. Alors donc, la petite fille inventait des histoires, hein, lui donnait une vie à travers ces photos. Donc il avait disparu entre une histoire muette, une histoire sans parole, je dirais. Donc il est devenu, et je pense que c'est ça qui pousse à écrire, il est devenu un personnage de légende. Et alors, une légende familiale, parce qu'on parlait du père, c'est un peu un mythe, hein, mais également, lorsque j'ai fait ce voyage en 1982, je me suis aperçue aussi qu'il faisait partie de la légende du village. Il y avait comme ça une espèce d'arrêt du temps, hein, on parlait du temps tout à l'heure, un arrêt du temps pour les personnes qui l'avaient connu au sein même de son village. Un village un peu figé, un espèce de désert qui était resté comme ça, comme inhabité ou habité par des fantômes, parce que ce n'était pas le seul, et notre famille n'était pas laissée. J'ai découvert les blessures de l'histoire au cours de ce voyage. Hein. J'ai découvert que l'histoire de mon père fait partie de l'histoire du village, fait partie de l'histoire de l'Algérie. Donc, d'une certaine manière, je pense que si on ne cherche pas trop tôt, c'est aussi pour ne pas être dépossédé de quelque chose. Enfin, je me suis aperçue, puisque ce voyage-là, je n'en ai rien fait pendant 40 ans. Au point même, il y avait un petit film, nous sommes partis avec Attila et mon mari, et il avait filmé en Super 8 un film muet. Et ce film, jusqu'à l'écriture du livre, je l'ai perdu. Et on l'a retrouvé, on l'a numérisé, et là, il manquait une partie qui était un peu bifurée. Enfin, il y avait des images du désert, on nous avait dit c'est probablement là que ton père a été laissé, le corps est peut-être là. Et il y avait comme ça toute une partie qui était... Donc c'était devenu un objet perdu, mais auquel je ne pouvais pas toucher. Je me souviens du contenu de ce voyage, et c'est l'écriture qui a fait reviviscence. Et effectivement, les images du voyage ont été saisissantes et ont permis justement une écriture de cet ordre-là, une écriture des traces finalement. Hein. Je me suis servi de traces. Je pense qu'on écrit à partir des traces. Voilà. Et j'ai relié les traces à la vie du disparu. Je lui ai donné un peu une vie. Peut-être pour une traduction de ces traces avant que les traces ne disparaissent. Il y a quelque chose de la transmission, oui, certainement. Je pense que la littérature, c'est aussi une manière de laisser trace et de transmettre pour qu'une mémoire puisse se construire, puisse se lire, et donc se transmettre. Alors c'est une mémoire, on a parlé d'oubli tout à l'heure, c'est une mémoire qui est faite de trous, hein,
Et je pense que les recherches sur la disparition de mon père ont suivi ce chemin de la mémoire, fait d'oubli, fait de trous. Donc le récit se construit comme ça sur plusieurs registres de mémoire. Alors celle de l'enfance est très présente, parce que Aaron n'a pas le fait de reprendre. Il parlait du puits noir de l'enfance, qui remonte avec l'écriture, qui surgit avec l'écriture. Les sensations, les bruits, les images, les souvenirs rapportés également, les paroles entendues. On croit que les enfants n'entendent pas, donc c'est les adultes. J'ai des frères et sœurs qui ont 15-16 ans de plus que moi, donc on parlait devant moi, mais pas à moi. C'est souvent comme ça. On ne fait pas attention, les enfants entendent. Donc j'ai reconstruit à partir de ça aussi, à partir des photos. C'est extrêmement important, les photos. J'ai inventé un personnage paternel à partir des photos. Et puis enfin les archives ouvertes en 2005 aux familles, que j'ai réutilisées là aussi des années après les avoir lues une première fois. Elles sont tombées dans l'oubli, je les ai relues à nouveau, je les ai retravaillées, remises à l'ouvrage, parce qu'elles constituaient une source incroyable d'une enquête qui venait contraster avec les sensations de l'enfance et la douleur familiale, tant des archives, ce sont c'est très chirurgical, c'est très froid les archives. Hein. Donc c'est cette confrontation avec la froideur des archives historiques et toute la vie, toute la chaîne de la mémoire familiale et les objets. Il y aurait beaucoup à dire de mon travail à partir des objets. Voilà, je terminerai juste comme ça. Donc finalement, j'ai beaucoup inventé, parce qu'il n'a pas pu inventer, parce qu'il a toujours été impossible d'aller questionner les membres de la famille qui continuent à être extrêmement blessés par l'évocation. Donc il a fallu inventer des personnages, mais aussi inventer une biographie. Voilà, donc c'est ce que j'ai tenté. Finalement, l'écriture a été pour moi un passage d'un dialogue intérieur, un dialogue avec le père, le tu. J'ai longtemps écrit tu à mon père, des textes d'enfance et d'adolescence, un père imaginaire, et je crois que l'écriture est un peu ce passage de l'intériorité à l'adresse, à la parole, à la Oui, en fait, votre bouquin n'en est pas dans l'histoire, puisque vous êtes dans votre famille, mais quand même, vous revenez pas mal, en fait, en enquête sur la colonisation et les problèmes, parce qu'on peut aller ombre et lumière. Mais j'aimerais quand même que vous citiez, alors, parce que votre père avait un ami musulman, arabe, qui s'appelait Saad, qui est devenu d'ailleurs une personnalité, je crois, du monde politique après l'indépendance. Et je voudrais quand même que vous rappeliez qu'est-ce que le proviseur a dit à Saad le jour de lui remettre le baccalauréat, je crois qu'il lui remettait un prix. Ça va traduire toutes les ambiguïtés de la colonisation. Je ne sais pas si vous pouvez. Alors je ne sais pas si je peux le retrouver. Je vais peut-être juste le dire comme ça. Mon père avait un frère de lait. Il est devenu quelqu'un d'important, tu sais, disait ma mère. Puis, elle se taisait. Rien de plus. Ça, est comme un fils, soupirait ma grand-mère, ma jolie. J'étais intriguée par l'expression frère de lait. J'imaginais que mon père avait un frère jumeau qui avait disparu avec lui. Si ma jolie avait nourri de ses seins deux fils, cela expliquait encore mieux ses lamentations. J'ai trouvé un article de journal qui annonçait la mort d'un homme politique algérien né Aksar Chedala. J'ai repensé au frère de lait de mon père, l'homme important. C'était peu avant que je ne m'adresse aux archives du ministère des Affaires étrangères. Son visage sur la photo du journal était celle d'un homme souriant, chaleureux, un homme au visage familier. Je vais essayer de trouver un homme de culture, une voix paternelle. L'histoire du village se déroulait dans l'article, une fenêtre sur les rendez-vous manqués de la guerre d'Algérie. Une histoire qui ne m'appartenait pas. L'homme important dont j'avais entendu parler à mi-mot faisait partie du gouvernement provisoire lorsque mon père a été enlevé, seul, au milieu du chaos. Avant de s'engager au Front de Libération Nationale, il avait été le secrétaire de Messa Liraj. Je vais essayer de trouver la phrase dont on parlait. Voilà, alors,
Ensuite, je lui invente un peu une histoire et dans les archives, j'ai trouvé un moment où alors, il en parle de Bouddha, oui, voilà. Voilà. Et donc, j'invente une histoire de cette jeunesse juive, musulmane, qui se retrouve à la fin de la guerre et qui se rencontre dans le village avec déjà des chemins politiques différents. Il déclame un poème à ma mère pour l'éblouir. Il a fait ses études au lycée de Blida. Le proviseur l'avait félicité lors de la remise de son titre de bachelier avec mention, à contre-cœur. Les fonctionnaires français se méfiaient de l'esprit d'intelligence dans la jeunesse musulmane. Le proviseur avait clos son discours de cérémonie de remise des diplômes en glissant quelques mots qui révélaient son idée exclusive de la patrie, de la France aux Français. La République française offre un poignard en argent sur un plateau aux Arabes en leur donnant le baccalauréat, avait-il dit en remettant son diplôme à Saad. Le jeune homme, jovial, avait gardé le regard droit, sans ciller, cachant à peine son désir de révolte. Voilà, donc j'ai trouvé cette phrase horrible, résumant bien un peu ce qui s'est passé en Algérie. En même temps, d'ailleurs, on parlait un peu de la cécité d'une partie de ce monde européen qui n'avait pas voulu voir venir, évidemment, ce qui s'est passé par la suite. C'est vraiment très intéressant. Voilà, en tout cas, voilà les deux ouvrages. Donc, Oui, parce que le temps passe. Le temps passe avec vos histoires. Belles histoires. Oui, belles histoires, oui, mais qui font passer le temps très vite, justement. Bien, alors, on va parler maintenant du livre de Laurent Dutheil, qui s'appelle J'ai 7 ans, qui est édité chez Viviane Ami. Alors, juste un mot, vous êtes Laurent Dutheil, avocat, et je crois que vous avez enseigné le droit public. Vous avez été professionnel dans de grandes institutions, ministérielles, locales, régionales, et on va en passer, hein, il y en a trop. Bon. Vous avez fait de la politique, mais ce n'est pas pour là que vous êtes là, parce qu'au contraire, je pense que si, en faisant de la politique, vous avez essayé de trouver des solutions, vous pouvez le faire. En écrivant ce livre, vous êtes reparti sur la question. Non, même au pluriel, sur les questions. Et ce livre, le titre, c'est J'ai 7 ans. Et alors, la première chose qui m'a frappée, c'est ce présent. Ce présent qui n'est nullement un présent de narration. Je ne vais pas nous raconter une histoire au passé, celle de J'ai 7 ans, mais ça ressemble au présent hébraïque. C'est ce présent qui rassemble le temps. Et dans votre ouvrage, ce présent hébraïque, j'avais trouvé l'image dans celle des épinards, vous savez, celle des tremblements du temps, ces épinards qui sont et au début de l'ouvrage et à la fin. Et là, je vais laisser l'énigme sur ces épinards qui sont la métaphore Le micro, oui. Il s'écrit en 10 chapitres, ce livre. 10 chapitres évocateurs et un épilogue. Mais il y a d'abord la couverture à commenter, mais c'est vous qui allez le faire. Hein. Il y a des lettres. Alors, les lettres, est-ce qu'il est possible d'oublier, et là on entre dans le vif du sujet, que le judaïsme, c'est la religion de la lettre. Et ensuite, il y a le verbe être. C'est le seul mot qu'on puisse dire. Et le verbe être, il n'a pas de forme au présent en hébreu, comme je viens de le dire. Et là, les questions commencent, parce que être, c'est comment être juif, après l'oubli, forcément imparfait, il me semble, imposé par vos parents, et tout ce premier chapitre, le secret. Merci Brigitte. Je me présente, je suis un enfant de l'après-guerre, issu d'une famille juive, de parents qui ont changé de nom. Ils ne veulent plus parler, ni entendre parler des temps maudits, des pleurs et du malheur. C'est pas qu'ils ne m'ont rien transmis,
c'est qu'ils ne m'ont quasiment rien dit. Ils ont préféré l'allusion à l'explication. Et ont considéré qu'il ne servait à rien de vivre sur une souffrance dont on ne peut rien faire, et que le silence et l'oubli valaient mieux que les pleurs. Et donc, j'ai été tenu dans l'ignorance et privé de mémoire, et dans ces conditions, le poids du secret, que je vous révélerai, et que je révèle dans ce livre, le poids du secret est devenu mon identité. Et la question que pose ce livre, parmi d'autres, c'est dès lors, comment nager dans les eaux mêlées de ce que mes parents ne voulaient plus être, de ce qu'ils étaient encore, et qu'ils ne souhaitaient pas que je sois. C'est l'histoire de ce livre. Alors, après le secret, il y a un chapitre qui s'appelle La révélation. Et cette révélation, vous venez de le dire, mais je pense que vous avez la spécificité, c'est celle de votre nom. Et un midrash dit que devant le tribunal céleste, l'une des premières questions qui nous sera posée sera « Quel est ton nom? En as-tu été digne ?» Alors, l'avez-vous entendu cette question? L'avez-vous retrouvé? Alors, je ne l'ai pas du tout entendu parce que je n'entends rien. Je suis un juif sans croyance, sans éducation et sans religion. Et pourtant, je le suis. Et comment l'être lorsque on n'a aucun de ses atouts ou aucun de ses attributs? Et chez moi, on ne parlait jamais de ces choses-là. C'était un sujet tabou. Pour la raison que vous avez deviné, que le traumatisme qu'avaient traversé mes parents pendant la guerre faisait que c'était le silence qui s'imposait. Et quand je disais en introduction que le silence était assourdissant, mais moi j'étais un petit garçon, c'était pas un sujet à table, il n'y avait aucun rituel, et à partir de là, j'ignorais, j'étais dans l'ignorance des choses. Jusqu'au jour de mes 7 ans, où mes parents, sur un ton très grave, m'entourant de leur amour, me disent « on a quelque chose à te dire ». Bon, c'est très important, c'est un secret. Alors moi, à 7 ans, j'étais drôlement content, drôlement fier, parce que mes parents me faisaient confiance, ils allaient me confier un secret. Et moi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, il nous est arrivé des choses merveilleuses dans cette famille, mais que jusqu'à présent, il n'était pas question d'en parler, parce que vous comprenez, oh là là, bon bref. Et ils me disent, bah voilà, on voulait te le dire, t'es pas catholique, t'es juif. Et moi, 7 ans, ça ne me dit absolument rien. Je suis très déçu. Parce que je m'attendais. Et en plus, ils me disent, et on a changé de nom. Bon, et alors, pendant un petit moment, c'est ce que je raconte dans le livre, je pense qu'on avait un nom très connu. Et que justement, on avait changé de nom pour nous protéger d'un nom qui était susceptible de créer des ennuis. Ce qui est le cas dans la tête de mes parents. Et puis, la révélation de ce secret est tombée dans l'oubli pendant quelques années, jusqu'au moment où je l'ai révélé publiquement, et c'est mon premier vrai nom, non pas Noël, mais N-O-N, et j'ai relevé ce défi que mes parents m'avaient lancé à travers ce secret, que d'essayer, à ma manière, d'aller chercher l'identité qui était la mienne. Et cela avec un professeur très malin qui essayait en début d'année, pour décontracter les élèves, de retrouver l'origine de leur nom. Et vous, il est allé jusqu'à vous dire que c'était vraiment un prénom très provençal, du Tilleul. Je m'appelle Dutheil, enfin depuis un certain temps. Et je suis en classe de 4e, mon professeur principal de français, au début de l'année, nous dit on va jouer à un jeu. Et à travers l'étymologie de vos noms, eh bien, je vais pouvoir mieux vous identifier. Bon, je prends une note de contention.
l'après-midi passe, je me dis, bah, comme ça, on ne va pas écrire, on ne va pas apprendre, on n'aura pas de devoir, c'est très bien, je gagne une journée. Et puis, je sens comme un peu un malaise qui monte en moi, parce qu'il parle de terroir. Terroir, je me suis dit, bizarre, terroir, terroir. Bon, pour moi, la France, c'est un territoire. Dans ma famille, lorsque mon grand-père était gazé en 14, il est mort pour un territoire, pas pour un terroir. Et donc, il vient à moi. Il dit, bon alors Dutheil, voyons voir. Dutheil, ben oui, bien sûr, Dutheil, c'est un nom qui vient de la Provence, du tilleul. Et je me dis en mon fort intérieur, mais c'est pas possible, du tilleul, la Provence, ça n'existe sur aucune carte de géographie, j'y suis jamais allé avec mes parents en vacances, on n'a jamais parlé en famille. Et là, je me lève, et je dis, ah non, pas du tilleul, Deutsch. C'est mon nom d'origine. J'étais. Et là, il me dit, Dutheil, rasseyez-vous. Et moi, je rentre chez moi le soir, j'étais à table avec mes parents, ma grande sœur, et puis mon père dit, comme tous les soirs, quoi de neuf? Alors, en général, tout le monde se tait, ne relève pas. Et comme personne ne disait grand-chose, ils disent, bon, alors vraiment, vous n'avez rien à raconter aujourd'hui? Et puis moi, je dis, ah bah tiens, si, on a joué à un jeu. Et je lui raconte le jeu. Et là, silence de mort. On pose les couverts, on ne dit plus rien, mes parents sont blêmes, je vois encore l'image. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, je lui dis, ah non, pas du tilleul, Deutsch. Et là, c'est grave. C'était un drame. Mon père a hurlé, ma mère s'est effondrée, et ils m'ont dit, ben maintenant, si on vient nous arrêter, on saura pourquoi. C'était dur, hein, cette culpabilité. Il y a un autre chapitre que j'aime bien qui s'appelle Savoir et culture. Parce qu'on y trouve une définition parmi tant d'autres, l'identité juive. Et vous dites exactement, il est évidemment absurde de penser qu'on peut devenir juif en lisant, mais dépourvu de Torah et privé de Bar Mitzvah, je crois que les livres ont joué un rôle de substitut. Chez moi, on ne lisait pas beaucoup, et il n'y avait pas de bibliothèque avec des auteurs divers. Et lorsque j'ai appris ma judéité, j'ai compris qu'il y avait une appartenance à ce qu'on appelle le peuple du livre. Bon. Et ça a déclenché chez moi une curiosité. Et à partir de là, j'ai commencé à lire quelques livres, et je me suis rendu compte qu'en lisant les livres, mais pas seulement sur la culture juive en général, évidemment, on s'ouvrait au monde, et en même temps, je me détachais du cercle strictement familial pour aller me porter justement vers des choses qui en étaient peu familières. Et au fur et à mesure du temps, j'ai lu de plus en plus de livres, et les livres m'ont aidé à comprendre l'histoire d'où venaient mes parents. Puisque comme ils ne vous avaient pas en parlé, je suis allé chercher des livres, des documents sur l'histoire de leur jeunesse. Et je me suis rendu compte, mais ça c'est une banalité de le dire, que les livres, ça agrandit l'esprit, et que grâce aux livres, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses, et en même temps faire le lien avec les judéités, parce que pour moi, être juif, c'est d'abord chercher à comprendre. Pour continuer sur cette identité juive, vous êtes allé en Israël, et je vais dire un peu crûment, mais comme vous faites vous-même, en Israël, il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est passé rien du tout et beaucoup de choses. Le paradoxe. D'abord, la question que je me suis posée, c'est que d'abord, je ne voulais pas aller en Israël en touriste.
y aller alors que j'avais une appartenance, tout ça. Je me suis dit, bon, si je vais dans ce pays qui n'est pas le mien, mais qui est la terre des Juifs, qui a été créée dans les conditions et pour les raisons qu'on sait, je voudrais y aller à une occasion particulière. J'ai une amie qui s'appelle Nicole Gage, qui est présidente de la Fondation France-Israël, et elle organise des voyages d'enfants de juste parmi les nations. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai dit évidemment oui, et j'y suis allé. Et avant de partir, je me suis posé la question suivante, est-ce que, en rentrant d'Israël, je me sentirais plus juif que je ne le suis avant d'y aller? Et je me suis donc rendu là-bas, on a été au mémorial, on a assisté aux cérémonies nationales extrêmement émouvantes, je raconte, j'étais terriblement ému, je le suis encore, même on en parle maintenant, et en rentrant, je ne me suis pas senti plus juif après avoir été en Israël qu'avant. Par contre, là où je me suis senti juif, et totalement juif, mais qui ne se sentirait pas juif, c'était Auschwitz. Oui, c'était la question suivante. Bon. Et alors, puisque je ne peux pas la poser, je vais lire 4 lignes qui sont à la page 100 de votre ouvrage. Ce sont c'est Primo Levi. Hein. Dites-moi si je me trompe. Parce que n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants. Et c'est la référence directe au schéma. Hein? C'est la question de la transmission. C'est-à-dire que, comme mes parents ne m'avaient rien transmis, enfin non, c'est pas qu'ils m'ont rien transmis, c'est autre chose. C'est que se taire aurait raconté l'horreur, et enfin, en parler, pardon, aurait raconté l'horreur, mais se taire a diffusé l'angoisse. Et donc, il y a une anxiété liée au silence, au déni, et je pense que d'ailleurs, avec mes 2 camarades, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas, à partir du moment où c'est pas transmis, à partir du moment où il y a de la disparition, à partir du moment où il y a du traumatisme, etc., ça génère chez nous un sentiment d'inquiétude. C'est pas du tout rassurant, même si on est entouré de l'amour de ses parents. C'est autre chose. Bon. Et donc, je me suis posé la question de savoir, mais moi qui suis juif sans lettres, comment je fais avec mes gosses? Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur transmets? Puisque je n'ai pas reçu d'éducation juive, que je ne participe à aucun rituel, que mes parents l'ont toujours refusé, mais qu'en même temps, je souhaite qu'ils aient une sensibilité. Et comme leur mère n'est pas juive et qu'ils sont issus d'un couple mixte, je me dis, oh là là, tout ça va s'effilocher, disparaître. Bon. Donc je les ai gavés. Je les ai gavés de films, de documentaires, de références permanentes. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un nom juif, parmi les amis dans la rue, il est juif, lui, hein, elle est juive, etc. Donc j'ai essayé comme je pouvais, quoi. C'est-à-dire très maladroitement, et quand on ne sait pas faire, évidemment, on est maladroit. Bon, voilà. Et un jour, ma fille, Anna, s'est rendue en Israël, sans m'en prévenir, travailler en kibbutz. Ah, je me dis, alors, ma fille en kibbutz, elle ne m'en parle pas avant, c'est quand même bizarre. Bon, bref, j'étais un peu ému. Et elle m'a dit en rentrant, après que je lui ai posé la question, alors, comment c'était, elle dit, mais tu sais, papa, je suis de ceux qui ne savent pas quelle fête fêter. Il fallait attendre, en fait. Hein, il fallait attendre. Oui, avec les enfants, il faut attendre. Il y a aussi dans le livre des pages assez inédites sur la Pologne, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, si vous voulez bien prendre le risque. Bah, je vais d'autant plus le prendre que je l'ai écrit, donc je l'assume. Moi, pendant toute mon enfance, j'ai entendu pique-pendre sur les Polonais et sur l'antisémitisme chronique des Polonais.
je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Pologne, mais je signale, j'alerte sur le fait qu'à la fin du 19e, au moment des pogroms, la Pologne n'existe plus. J'alerte sur le fait que quand il y a un antisémitisme réel et important en Pologne entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y en a partout en Europe. Et en France en particulier, avec les ligues, et avec les jeux de mots, les caricatures, enfin tout ce qu'on sait. Et puis, je dis aussi que les camps de la mort ne sont pas les camps de la mort polonais. Ce sont les camps de la mort nazis en Pologne. Et donc, s'il y a eu des campagnes antisémites du régime communiste pro-soviétique dans les années 70 sous Gomulka, il y a eu aussi en Europe un certain nombre de prurites antisémites. Mais je rappelle quand même que Varsovie était la première ville juive d'Europe, avec 400 000 juifs, qui certes ont tous été, ou quasiment tous déportés, comme d'ailleurs en Hongrie, etc. Et donc, je trouve que ce pays, qui a été un martyr de l'histoire, un martyr des empires, dont les villes ont été totalement détruites, il suffit de voir le film de Polanski sur Pianiste ou Varsovie, mais on a vu des images où il n'y a plus une seule maison, et la Pologne et les Polonais ont souffert un drame absolu, absolu. Et en même temps qu'ils aient la double peine d'avoir été occupés et assassinés par les nazis, y compris l'armée de libération polonaise, où Staline reste sur l'Aventin en attendant qu'il se fasse massacrer pour pouvoir rentrer, etc. Enfin, on sait tout ça. Je trouve qu'il y a une injustice de l'histoire. Alors les Polonais, c'est pas des vainqueurs, il n'y a pas que, mais je trouve que parfois, cette appréciation sur les Polonais est malheureuse, n'est pas juste et contraire à l'histoire, mais j'ai été critiqué par des juifs, évidemment, qui eux considèrent que de toute façon la Pologne et les Polonais sont irrémédiablement antisémites. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas en Pologne, mais là j'ai dit non. Bon, on va le laisser aux questions peut-être. Hein? Alors je voulais vous demander une dernière chose, j'ai juste 2 minutes. L'autre fois j'ai écouté Vincent Payon sur France Culture et qui a posé une différence entre être, alors je parle et à l'homme politique et à l'écrivain, parce que c'est un livre de littérature. Une écriture sobre, élégante, mais c'est un livre de littérature. Et c'est eux deux que je demande si, d'après sa différenciation, c'est pas la mienne, est-ce que vous vous sentez plutôt français juif ou davantage juif républicain? Bon, les choses posent pas une non, je suis juif républicain. Bon. Et bien voilà. D'ailleurs, je suis un peu tout. Et j'ai pas envie de créer une hiérarchie. Je suis français, je suis probablement juif, et certainement républicain. Alors, simplement, je crois que vous vouliez. Je voulais, justement, puisque je viens de dire, c'est un livre de littérature, mais je voulais vous poser à tous les trois cette question, c'est que dans vos ouvrages, il y a une retenue de l'écriture. Il n'y a pas de... Tu sais, parfois on a des écritures expansives, oui, je fais des gestes, des écritures expansives qui en dit trop, et on ne retrouve pas ça chez vous. Alors je voulais vous demander si c'était parce que justement, le silence, on peut l'écrire quoi, en retenant un peu ces mots. Mais ça rejoint un peu notre entrée en matière. Alors, tout à l'heure, je crois que c'était Laurence Bellamy qui parlait de la question du tissu. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose. Alors, déjà, pour revenir, les parents ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et ce silence est souvent, consciemment ou inconsciemment, un silence de protection
parce que quelquefois, les paroles qui viendraient seraient des paroles qui évoqueraient quelque chose d'un savoir ensauvagé, je dirais, enfin quelque chose qui n'est pas encore suffisamment abordable et transformable. Voilà. Et donc, au-delà de la mutilation que cela crée chez l'enfant, il y a quelque chose qui vient mettre un voile en attendant que parler soit possible. Et je dirais que l'écriture, alors je ne sais pas si ça répond, va du côté du voile aussi. C'est-à-dire que quelque chose qui crée et qui crée un tissage qui rend possible l'évocation de ce qui par ailleurs serait l'évocation du tragique, l'évocation de la mort. Moi, je ne pense pas que ce soit un voile, c'est-à-dire que c'est tellement difficile de parler après 40-50 ans de silence. C'est vraiment presque, enfin, c'est faire un saut dans le vide, et c'est vraiment violent. Et je pense que mettre des mots quand il y a une telle chape de silence et de secret, ça oblige d'une certaine manière à chercher le bon mot. On ne peut pas dire, enfin, on peut pas mettre, enfin, il faut vraiment choisir ces mots. Et vraiment, moi, dans mon écriture, j'ai passé mon temps à essayer de trouver, le bon mot, comment je t'ai autorisé finalement à parler, à dire ça, alors qu'il y avait eu un interdit pendant si longtemps. Je me sentais dans une vraie nécessité, une obligation finalement de choisir et donc d'éliminer énormément de choses. Et c'est peut-être ça qui ressort d'une certaine manière. Oui. Oui, pour moi, c'est plutôt un dévoilement. Mais en même temps, c'est une peur. Parce que compte tenu de l'histoire qui avait été la mienne et de la crainte de mes parents, je me suis dit, alors que mon père est encore vivant, il a 98 ans, j'ai dit, mais quand il va lire mon livre, il va penser quoi? Et est-ce que ça risque pas de créer entre nous une césure, une rupture définitive? Et donc, j'appréhendais énormément ce travail d'écriture, énormément le moment où il allait découvrir ce livre qu'il a lu avec émotion et partagé, entre le fait d'être content que son fils soit publié de la maison, et en même temps, il m'a dit, quand même, ça m'est très désagréable. Bien. Alors, on n'a pas tout le temps parce qu'on va quand même faire un arrêt, donc on va prendre deux questions. Oui. Je voudrais... Merci. Ça n'est pas une question, mais c'est une remarque. J'ai été très, très touché, ému par votre parole. À la fois parce que c'est une parole et parce que vous répondez avec votre expérience, ce qui a été vécu à être. Et je voudrais juste faire la remarque suivante, qui est tirée d'un dialogue d'une pièce de Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle « Pour en finir avec la question juive », où un des personnages dit « Et juif, celui qui ne nie pas qu'il l'est quand il l'est ». Et je trouve que votre parole illustre fantastiquement bien ce double ou ce triple paradoxe et cette énigme, et que vous l'incarnez de façon lumineuse. Merci. Donc bonjour, moi je tiens à vous dire qu'on m'avait émus tous les trois. Alors vous deux mesdames parce que ça fait écho à l'histoire de maman, monsieur parce que ça fait écho à l'histoire avec un grand H. Et j'ai une question, maman, je voudrais faire deux remarques. Maman est née à Oran, donc je me considère un peu comme oranaise, à moitié, voilà. Tout à l'heure vous avez dit monsieur, vous vous sentez juif républicain. Moi, je suis franco-algérienne, je revendique les deux. J'ai deux passeports, ça me va très bien. Et même si je me considère comme une citoyenne du monde, je suis en équilibre sur les deux. Voilà. Je suis membre d'une association qui s'appelle Coup de Soleil, qui existe depuis 25 ans, que certains d'entre vous connaissent sûrement,
parce que je pense que j'ai vu passer vos noms, et qui milite pour la promotion de la culture franco-maghrébine des deux côtés de la Méditerranée. Alors, on a beaucoup parlé des disparus, et je suis désolée pour vous trois, enfin pour vous deux, mesdames, mais on n'a pas parlé de ceux qui sont restés. Parce que, alors, je voudrais quand même avoir une pensée. Alors moi, Oran, ma mère m'en parle depuis pas longtemps, notamment du massacre du Petit Lac. Donc je vous laisserai peut-être en parler si vous voulez. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la légitimité. Mon grand-père a été enfermé dans une prison française en 1954 pour dénonciation de son cousin. Il a été libéré le 19 mars 62. Voilà, donc pour moi le 19 mars 62, ça veut dire quelque chose. Il est mort quand j'avais 14 ans, donc je l'ai connu. Il ne m'a jamais parlé de la guerre, de rien. On n'en parlait pas, c'était un secret. J'ai découvert l'Algérie, la guerre d'Algérie, à travers les films d'Alexandre Arcadi. Vous voyez ? Et j'ai découvert mon histoire à travers un roman qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Khadra, parce que toute ma famille est originaire de Rio Salado. On peut remonter 200 ans en arrière. Et pour ceux qui ont lu le livre et qui ont vu le film, qui malheureusement n'a pas été tourné là-bas, savent un peu de quoi je parle. Donc Oran, j'y vais très souvent, c'est ma deuxième ville de cœur. Et alors moi j'ai une question, quand vous parlez, et que vous parlez de la population locale, vous parlez des Harkis, des Juifs, de vous, des Français et des musulmans, pas des Algériens. À aucun moment, aucun de vous deux, enfin madame, n'a parlé d'Algériens. Alors est-ce que parce que vous mettez dans Algériens, Juifs, Français, musulmans, Harkis, parce qu'à l'époque, pour moi, on était tous des Algériens, et je crois que quelque part, on l'est encore. Donc, ça, c'est une vraie question. Pourquoi pas avoir utilisé le mot algérien et systématiquement donner le mot musulman? Je vais vous dire, ça me fait bondir. Pourtant, je suis musulmane, et je ne me considère pas comme musulmane. Voilà, c'est ma religion, c'est très personnel. Et quand on parle de moi, comme dans les médias, on dit les musulmans. Non, c'est pas les musulmans, c'est les Français, c'est ce que vous voulez, mais pas les musulmans. Donc c'est une question, pourquoi pas utiliser ce terme-là, et pourquoi pas parler aussi de tous les juifs qui vivent encore en Algérie aujourd'hui, parce que certains sont restés. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a très très peu en Algérie. Je ne peux pas vous contredire, il y en a très très peu. Très, très peu. Ouais. Par rapport aux 130 000 qu'il y avait en 1962, il doit en rester peut-être quelques dizaines. Mais bon, ça c'est pas un problème. Je vais leur donner la parole pour répondre. Alors, moi, c'est toujours très compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on parle de chercher les mots justes. Et là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que si je dis les Arabes, on va me dire, ah mais non, ce n'était pas des Arabes, il y avait des Berbères, il y avait... Alors, du coup, je ne sais pas. Alors, nous, on se considérait... Enfin, comment dire, ma famille juive, disons, se considérait comme des juifs algériens, en fait. C'était des Algériens. Donc moi, d'une certaine manière, je me considère aussi plus comme algérienne que comme pied noir, par exemple, ce que je ne suis pas, ce que je ne me considère pas. Mais comment nommer alors, moi, je ne sais pas si j'ai parlé de musulmans tout à l'heure, peut-être, c'est possible, mais c'est vraiment un peu... Je ne sais pas quoi dire, en fait. Vous allez peut-être me dire ce qu'il faut dire, parce que moi, je voudrais bien dire des choses qui sont justes, et nommer vraiment les choses de manière juste, mais je ne... voilà, si je dis les Algériens, ils sont algériens, pour moi, les gens sont algériens depuis l'indépendance, donc je ne sais pas comment dire ça, quand je parle d'avant l'indépendance. Voilà, c'est peut-être une très mauvaise réponse, mais c'est ce que je... Voilà, c'est mes interrogations. Pour Monsieur Dutheil, Dodge. Attendez, je voudrais que répondre à la question. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, juste, c'est très juste que c'est compliqué. Alors, voilà, donc je crois que, oui, j'ai dû parler de musulmans pour énumérer effectivement, mais c'est comme ça que ça m'était raconté, c'est comme ça que c'est écrit dans les archives, c'est uniquement ce que je reprends là. Ma mère parlait avec des amis arabes, disait des mauresques. Oui, et c'était très, très, très noble quand elle parlait de mauresques. Merci. Pour Monsieur Dutheil, simplement une question. Votre maman, vous avez parlé de votre papa qui a... Est-ce que vous avez parlé de ça avec votre maman avant? Voilà, est-ce que vous en avez parlé avec elle? Merci de votre question. Il était impossible d'en parler à ma mère. Ma mère m'a dit un jour, mon plus grand bonheur dans la vie, c'est d'avoir changé de nom.
parce que lorsque on m'appelle par mon nom dans un magasin, quand quelqu'un me croise dans la rue en m'appelant de mon nom, on ne m'appelle plus comme on m'appelait avant, mais je n'ai plus peur. Et donc, pour elle, c'était une histoire qu'il fallait sauver. Et je me rappelle que devant sa tombe, je prononçais quelques mots il y a une quinzaine d'années, et que je fais un petit discours, et qu'à la fin de ce discours, j'ai dit qu'il me reviendrait de retisser le fil de mes racines perdues. Et c'est à ce moment-là que l'idée de ce livre m'est venue. Mais les racines perdues, ça veut dire quoi? Et donc, j'ai mis quelques mots sur un papier, je n'ai pas écrit tout de suite le livre, mais ça a commencé à me trotter, à m'habiter. Et puis, c'est grâce à ma mère, finalement, peut-être, que ces racines perdues, je les ai retrouvées. Attends, J'ai une question pour M. Dutheil. Attends, mais parce qu'il avait posé la question depuis un moment, Marc. Alors, tu peux faire l'effort? Oui. Oui, bonsoir. Moi, je voulais seulement me poser une question. Est-ce qu'il existe encore d'autres familles Est-ce qu'il existe encore d'autres familles qui font ce travail comme le... Attends. Alors, on va répéter la question. Oui, parce que... Bonsoir. Je voulais simplement vous demander, est-ce que d'autres familles ont fait ce travail? Est-ce qu'il y a une association qui regroupe tous ces gens disparus? Est-ce que votre histoire, elle fait partie d'autres familles aussi? Vous êtes regroupés, essayez de comprendre. Je l'explique dans le livre qui fait qu'il s'agit de récits littéraires, c'est que justement, c'est en dehors des regroupements familiaux, il y a des regroupements familiaux. C'est là des parcours indiqués qui peuvent être de manière naturelle. Oui, une question pour M. Dutheil. Déjà, comme votre nom, il me fait penser à Veil. Vous savez que c'est l'anagramme de Lévi, beaucoup de Veil, comme Simone, etc. Et Dutheil, c'est presque l'anagramme de Deutsch. Depuis la loi, je crois, de juin 2022, vous pouvez rechanger de nom. Vous posiez la question de la transmission à vos enfants. Est-ce que vous avez l'intention de rechanger de nom et de reprendre votre nom, ce qui se fait dans certaines familles? Ça mériterait évidemment. Dans mon livre, je parle de cette question. Parce que je me suis posé la question et donc je l'ai posée à mes enfants. Et je me rappelle très bien, c'était autour d'un repas, nous étions mes deux enfants et moi, et eux-mêmes m'ont posé la question en disant « Est-ce que tu aurais envie de reprendre ton nom ?» Et là, j'étais désemparé. Je ne savais plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'à la fois, j'étais tenté de le reprendre pour renouer avec cette histoire que mes parents avaient mis entre parenthèses. Et en même temps, il s'est produit en moi quelque chose de très très personnel, très intime, très privé. C'est la peur. Et la peur qui avait été celle de mes parents, et qui explique les raisons pour lesquelles nous avons changé de nom, cette peur revenait en moi en me disant « Ouh là là », car j'avais tellement entendu dans mon enfance, ma jeunesse, les risques que ça pouvait comporter, je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit, moi, comme père, de faire prendre ce risque à mes enfants? Et donc j'étais désemparé et dans l'incapacité de répondre, comme je le suis encore aujourd'hui, à votre question très délicate, mais je vous remercie d'avoir posé, et je le dis avec, non mais vraiment avec une grande honnêteté, parce que c'est une vraie question. Des amis en moi ont repris leur nom, ils m'ont dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Et je leur ai toujours dit, je ne sais pas. Et je le sais toujours pas. Une autre question, peut-être une dernière. Une petite dernière. Par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur Dutheil-Deutsch, simplement. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de généalogie, et là, vous coupez complètement à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, la possibilité
de retrouver leurs vraies racines. Et ça, pour moi, en tant que juif, c'est dramatique. Je ne veux pas vous faire culpabiliser. Ce qui est bien dans ces réunions-là, c'est qu'il faut se parler. Il faut se parler sans tabou, alors même que souvent ça ont été des questions difficiles, compliquées, même tabous dans certaines familles. Donc c'est très appréciable. Moi, je ne pense pas que la transmission se passe nécessairement par un nom. La transmission, elle se passe par, je dirais, une sensibilité. Et je crois qu'à travers l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, les références qui sont les leurs, les engagements qui sont les leurs, j'ai réussi, mais je suis jugé parti en disant ça, j'ai réussi à ce que cette sensibilité que j'ai moi comme juif de culture, ils seront en mesure, s'ils le souhaitent, de la reproduire, car après tout, c'est leur liberté, parce que c'est leur vie. Merci beaucoup. Nous allons remercier nos invités, nos trois invités de cette table. Je vous rappelle que leurs livres sont disponibles dans la salle de la cavale, de l'autre côté. On fait une petite pause café avant de vous libérer une petite demi-heure. Deux annonces. La première, c'est que nos invités qui prennent le train à 17h10 à Saint-Roch, ou je ne sais pas si c'est exactement 17h, enfin après 5h, partent avec Monsieur Laurin, Fabrice, pour rejoindre la gare. La deuxième, c'est que je voudrais demander à Michael, qui est par là, oui, notre ami Michael, de vous faire les annonces concernant les deux prochaines manifestations de l'Institut Maïmonide à Véran-Est au Manacam. Je crois que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, donc je lui donne la micro. Voilà, effectivement, l'Institut propose, comme vous le savez, une à deux conférences par mois, des questions de cœur avec le salon du livre des mondes du livre. Et nous allons recevoir deux auteurs la semaine prochaine et le 28 novembre, le 24 novembre, en premier lieu, merci. Il vient d'écrire un ouvrage sur la Shoah, mécanique d'une vérité aux éditions L'Antilope, à 18h30, salle Pétra, en partenariat avec le Comité français pour l'HLM. Jeudi 24 novembre, 18h30, Dominique Porté, qui est docteur en histoire et journaliste, qui interviendra autour de son livre sur la Shoah. Et la semaine suivante, un jeune et brillant historien, Amos Reichmann, qui est un haut fonctionnaire également, vient d'écrire un ouvrage passionnant sur le fondateur de la Pléiade, Jacques Chiffrine. Lundi 28 novembre à 18h30, salle Pétra à Montpellier. Et vous en saurez plus sur le site internet maïmonide-institut.com. On a une cadence effrénée. Le salon du livre des Mondes s'inscrit également dans la programmation de l'Institut Maïmonide. Et tout à l'heure, il a été question d'Algérie. Nous avons reçu l'année dernière Leïla Seba pour parler d'une rive à l'autre d'Al-Jazaïr. On a parlé d'Alexandre Arcadi, l'Institut Maïmonide aussi l'a reçu. Vous en saurez plus sur la programmation qui est riche et passionnante sur le site internet Maïmonide. Merci. Merci Monsieur Lencou. Donc je vous rappelle qu'à 17h, nous avons notre dernière intervention avec Caroline Spire qui va nous parler de Romain Gary. Il a sorti deux ouvrages sur Romain Gary, c'est un des hommages que nous rendons. Et avec Caroline Grimm qui va nous parler de son livre La double vie avec Marc Chagall. Voilà. A tout de suite. Petite pause. Et là on peut voir le promener dans les stands et voir les livres. Avec signature aussi dans la salle. Monsieur Laurent. J'espère que ils sont le jeu l'Occidentaux.
Comment vous n'avez pas vu la vidéo qu'elle a fait le premier. Attendez, c'est pire, le vidéo, le 1er novembre, tout le monde.